On pense souvent que la résistance thermique et l'épaisseur de l'isolant, ce sont les seuls critères pour une isolation réussie qui permettent de faire des grosses économies d'argent. Mais c'est totalement faux. Il y a 3 autres concepts extrêmement importants qui sont le déphasage, l'inertie thermique et la densité. Malheureusement, personne ou presque en parle, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. On va faire quelques expériences pour comprendre ce que c'est vraiment et quel impact ça a sur votre facture d'énergie. On va voir pourquoi la laine de verre, la laine de bois et le polystyrène vont pas du tout apporter la même chose pour l'isolation. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, vous choisirez probablement plus votre isolant de la même façon. Cette vidéo est sponsorisée par Iberdrola. Alors juste pour être sûr qu'on parte tous avec les mêmes bases, on va faire quelques petits rappels rapides. Dans notre monde, à cause des lois de la physique, les températures vont toujours chercher à s'équilibrer. On va faire une petite expérience pour illustrer ça. Là, j'ai 2 verres d'eau, il y en a un, c'est de l'eau froide. Voilà, l'eau elle est à peu près à 18-20 degrés. Et de l'autre côté, là, j'ai un verre avec de l'eau chaude que je viens de faire bouillir. Là, je suis à peu près à 80 degrés. Maintenant, si je verse ces 2 verres d'eau ensemble dans un récipient, je vais mélanger un tout petit peu pour accélérer. Et si je prends la température, en fait naturellement la température va s'équilibrer entre les différentes molécules pour avoir une température homogène, moyenne, autour de 50 degrés à peu près. Et on peut aller un petit peu plus loin. Notre récipient d'eau là, il va pas rester à 50 degrés parce qu'il va vouloir s'équilibrer avec l'air qui l'entoure, c'est-à-dire l'air qui est dans la pièce. Et là chez moi il fait à peu près 20 degrés. Donc petit à petit, la chaleur qui est présente dans l'eau, elle va se transférer à l'air qui est dans la pièce. Et au final, on va arriver à un équilibre où la température de l'eau et la température de la pièce sera au même niveau. Et si on va encore plus loin, c'est exactement ce qu'on va retrouver à l'échelle d'une maison. L'hiver, on va chauffer sa maison à 20 degrés, dehors il fera plus froid que ça. Du coup, la chaleur, elle va avoir tendance à s'échapper pour trouver un état d'équilibre entre la température intérieure et extérieure. Cette recherche d'équilibre thermique, c'est un processus qui est inévitable, qui arrivera de toute façon, mais c'est là que l'isolant joue un rôle primordial. En fait, il va ralentir les échanges de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc en hiver, la maison va se refroidir moins vite. Et puis l'été, c'est la même chose, mais à l'inverse. On va avoir autour de 20 degrés dans la maison, mais dehors, il ferait peut-être 30-35. Et à cause des lois de la physique, la température cherche aussi à s'équilibrer et donc l'intérieur de la maison aura tendance à se réchauffer. Maintenant qu'on comprend bien le rôle de l'isolant, on va pouvoir regarder ses différentes caractéristiques et comment ça influe sur la température. Alors la résistance thermique, c'est à peu près ce que tout le monde regarde pour choisir un isolant. Disons que c'est un peu la base, mais on va quand même prendre le temps de bien comprendre ce que ça signifie. Alors chaque type d'isolant a un coefficient de conductivité thermique, on l'appelle souvent lambda, il a ce petit symbole là. Et le lambda, il dépend des caractéristiques du matériau. Alors dit autrement, le lambda, il représente à quel point les échanges de température entre les deux côtés, ici et là, sont plus ou moins faciles. Plus la conductivité thermique est élevée, plus la chaleur aura de facilité à passer à travers l'isolant. Et à l'inverse, plus la conductivité est faible, plus les échanges de température sont difficiles et donc l'isolant est performant. Pour vous donner une idée, la laine de bois par exemple c'est autour de 0,035, la laine de verre ça va être 0,032 et le polystyrène 0,020. En fait le lambda il représente la quantité d'énergie qui passe d'un côté à l'autre d'une paroi d'isolant de 1 mètre carré et 1 mètre d'épaisseur. Alors c'est une info intéressante pour comparer les isolants entre eux, mais la plupart des gens ils vont pas installer 1 mètre d'épaisseur d'isolant. Et en fait il existe une autre donnée qui est souvent notée R et qui est appelée la résistance thermique. La résistance thermique, c'est en quelque sorte le lambda, mais qui prend en compte l'épaisseur réelle de l'isolant qu'on installe. Il y a une petite formule toute simple pour passer de l'un à l'autre. Donc si je prends ma laine de bois qui a un lambda de 0,035 et que j'en installe un morceau de 10 cm d'épais dans ma maison, je vais avoir une résistance thermique R de 2,85. Et cette fois-ci, on n'exprime plus la conductivité, mais la résistance. Donc c'est l'inverse, c'est pas à quel point c'est facile de passer, mais c'est à quel point c'est difficile de traverser. Donc là, plus R est grand, plus la résistance est élevée, donc plus l'isolant freine le passage de la chaleur, et donc plus c'est un isolant qui est performant. Pour illustrer ça, on va imaginer que ça, c'est mon isolant, et ça, c'est le flux d'énergie. Donc la chaleur qui va essayer de passer d'un côté à l'autre. Et donc j'ai fait des trous relativement gros parce qu'on va dire que c'est un isolant qui a un lambda qui est assez élevé, donc une résistance qui est faible, et donc il devrait laisser passer pas mal du flux d'énergie. Donc on voit bien que l'énergie elle passe d'un côté à l'autre, mais elle est ralentie et donc elle a un débit qui est relativement faible. Et
là maintenant je vais utiliser un autre isolant et cette fois j'ai fait des trous beaucoup plus petits. Donc on voit que ça coule, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus lent. Le débit est vraiment très faible et donc l'énergie va quand même arriver à passer d'un côté de la paroi à l'autre, mais ça va prendre plus de temps. Donc l'eau, l'énergie, elle a fini par pouvoir traverser, mais ça a pris beaucoup plus de temps parce que la résistance était plus importante. La résistance thermique, donc le R, c'est une donnée qu'on va retrouver très souvent et qui permet de rapidement se rendre compte du niveau d'isolation d'une maison. Alors c'est une donnée qui est importante, oui, mais qui est loin de refléter entièrement les caractéristiques et le niveau d'isolation d'une maison. On va maintenant parler du déphasage, une notion qui est beaucoup moins connue mais extrêmement importante. Le déphasage, ça représente le temps que met la chaleur à traverser l'isolant. Imaginons, il est midi, le soleil tape très fort sur ce côté-là de mon isolant, il est situé à l'extérieur, il fait 40 degrés ici. Et bien la question c'est combien de temps est-ce qu'il faudra pour que la chaleur qui arrive de ce côté-là ressorte de ce côté-ci à l'intérieur de la maison. Alors on pourrait se dire que c'est similaire à la résistance thermique, mais non. La résistance thermique, c'est le débit, la quantité qui circule. Mais le déphasage, c'est combien de temps ça met pour aller d'un côté à l'autre. Alors souvent c'est pas très clair, on confond les deux. Moi le premier au début je comprenais pas la différence, mais on peut illustrer ça avec une petite maquette. Donc ça on va dire que ça représente mon isolant. Je l'installe dans ma paroi. Mon verre d'eau rouge il représente l'énergie, la chaleur qui va essayer de traverser la paroi et de rentrer à l'intérieur de la maison pour équilibrer les températures. Et là on voit que c'est pas instantané. L'eau elle commence pas tout de suite à ressortir par l'autre côté. Il va falloir un certain temps pour que le liquide, l'énergie pénètre dans mon isolant et ressortent par l'autre côté. Là, il y a les premières petites gouttes qui commencent à sortir. On voit que ça a pris environ 10-12 secondes. Maintenant, même expérience, mais cette fois-ci avec un autre type d'isolant qui a un déphasage différent. Donc là, je reverse pareil. Et donc là, on voit que c'est quasiment instantané entre le moment où l'eau a été en contact de ce côté-là et le moment où elle a commencé à ressortir par l'autre côté. Et donc ce temps que ça met, c'est le déphasage de l'isolant. Il va dépendre de l'épaisseur, évidemment, mais aussi et surtout des caractéristiques de l'isolant. Donc si je résume, la résistance thermique, c'est la quantité de chaleur qui passe, le débit, alors que le déphasage, c'est le temps qu'il faut pour que cette chaleur commence à ressortir de l'autre côté. Alors généralement, ce déphasage, il varie entre 4 et 14 heures, suivant l'isolant. Si on regarde les trois isolants que j'ai ici, pour la laine de verre, c'est autour de 4 heures. Pour le polystyrène, ça sera autour de 6 heures. Et pour la laine de bois, on sera plutôt vers 12 heures. Alors pour comprendre pourquoi ce déphasage est hyper important, il faut regarder les courbes de température intérieure et extérieure sur 24 heures. En été, il fait le plus chaud à l'extérieur, autour de 14-15 heures. Et donc avec un déphasage de 12 heures, la température va vraiment commencer à rentrer dans la maison vers 2-3 heures du matin. Alors l'avantage, c'est qu'on pourra ouvrir en grand les fenêtres pour évacuer cette chaleur, vu qu'à cette heure-là, il fait plutôt frais dehors. Maintenant, si on a un déphasage de seulement 4 heures, comme avec la laine de verre, ça veut dire que le pic de chaleur à l'intérieur de la maison, il sera plutôt vers 19 heures. Et ça, c'est une heure où il fait encore généralement trop chaud à l'extérieur pour pouvoir aérer la maison et commencer à profiter de l'air frais de l'extérieur. Le déphasage, il a son importance en hiver, mais c'est surtout en été qu'il est déterminant. Et quand on voit ce qui est prévu pour les années à venir au niveau des températures, c'est vraiment pas un point à négliger. Donc aussi bien pour l'aspect confort que pour les économies d'énergie si ça évite de devoir utiliser une climatisation. On va maintenant voir un autre aspect des isolants, lui aussi souvent négligé, c'est l'inertie thermique. Alors l'inertie thermique, c'est la capacité d'un matériau à varier plus ou moins vite de température en fonction de l'environnement. Donc on va prendre un exemple pour bien comprendre. Là je vais prendre deux objets, une brique réfractaire et un morceau de bois. Je vais les mettre au four à 45 degrés jusqu'à ce qu'ils soient à la même température que mon four, donc à 45 degrés. Donc là mes deux objets ils sont chauds, ils ont accumulé de la chaleur et comme on l'a vu précédemment, naturellement la température des matériaux et celle de l'intérieur de ma maison va s'équilibrer. Donc la chaleur emmagasinée dans la brique et dans le morceau de bois, petit à petit va se diffuser dans l'air autour pour arriver à un état d'équilibre. Eh bien l'inertie thermique c'est le temps avant que l'objet soit arrivé au point d'équilibre. Et même si de base les deux objets sont à la même température, ils ne vont pas arriver à leur température d'équilibre en même temps. Ça c'est une caractéristique qui est vraiment intéressante. Un bâtiment qui a une grande inertie, ça veut dire que ça va être plus long de faire varier sa température. Et donc en fait, au lieu d'avoir une température qui monte et qui descend très vite à l'intérieur de la maison, en fonction de si on ouvre une fenêtre, de si on vient d'allumer le chauffage ou pas,
eh bien on va avoir une température qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus lissée. Et ça c'est super important pour le confort, en fait ça va apporter une certaine stabilité. Et c'est bien plus agréable d'avoir une température qui varie peu et qui varie doucement plutôt qu'une température qui varie rapidement dans des proportions importantes. L'avantage d'une température stable grâce à une bonne inertie, c'est qu'on va faire des économies de chauffage indirectement. En fait, j'aborde en détail cet aspect dans une vidéo sur le choix des meilleurs chauffages électriques, mais pour vous résumer, en gros, plus la température est stable, moins on aura tendance à avoir une température élevée dans sa maison. On va pouvoir se contenter d'une température un peu plus faible, et donc ça veut dire qu'on va moins chauffer, et donc on va faire plus d'économies. La densité de l'isolant, c'est tout simplement son poids. Pour le même volume, les différents types d'isolants, ils n'auront pas le même poids. Là par exemple, le polystyrène, qui est plutôt un isolant léger, qui est très peu dense, là je suis à 110 grammes pour ce volume-là. Pour à peu près le même volume, avec la laine de verre, je suis à 160 grammes. Et maintenant, si je regarde la laine de bois, qui a vraiment une densité très élevée, on est à 272 grammes. Donc généralement, cette info, elle est indiquée sur les paquets d'isolants en kilos par mètre cube. Et en fait, plus ce chiffre est élevé, plus ça veut dire que le matériau est dense. Alors généralement, plus un isolant est dense, plus il va être capable de stocker de la chaleur. Et ça, c'est vraiment intéressant, notamment parce que ça va permettre aussi d'avoir une bonne inertie thermique. On va refaire une petite expérience pour illustrer ça. Donc là, j'ai encore mon énergie. Là, j'ai deux types d'isolants. Donc je plonge le premier isolant. Donc on va dire que c'est ce qui se passe quand il stocke de la chaleur, parce que encore une fois, ça s'équilibre et donc s'il fait 20 degrés dans la maison, il y a une partie de cette chaleur qui va aller dans l'isolant. L'isolant va augmenter en température. Donc voilà, l'isolant va avoir une certaine température, il va stocker une certaine quantité d'énergie. Et donc cette énergie, elle pourra être libérée plus tard. Et donc si je regarde, donc là j'évacue toute l'énergie de mon matériau, de mon isolant. Donc là, pour donner une idée, on est à peu près à 113 grammes d'énergie, on pourrait dire en quelque sorte. Et maintenant, si je fais la même chose mais avec un autre isolant qui n'a pas la même densité, donc qui n'a pas la même capacité de stocker de l'énergie, eh bien on voit que la quantité d'énergie qui était stockée, donc qu'on peut récupérer, est beaucoup plus faible. Alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, la journée, on va chauffer la maison et donc l'isolant il va accumuler une partie de cette chaleur. Et la nuit par exemple, quand on va couper le chauffage et donc la température intérieure va commencer à redescendre, l'isolant il pourra avoir une température qui est finalement plus élevée que l'intérieur de la maison. Si l'isolant il avait été chauffé jusqu'à 20 degrés à peu près, que dans la maison ça commence à descendre à 18. Et encore une fois, à cause des lois de la physique, la température va chercher à s'équilibrer et donc l'isolant va restituer une partie de la chaleur emmagasinée dans la maison. Et donc ça c'est aussi intéressant puisque ça va aussi participer à lisser la température de la maison et éviter que dès qu'on coupe le chauffage, ça redescende trop vite. Et même chose si par exemple on aère sa maison en ouvrant grand les fenêtres, on va faire partir toute l'énergie thermique qui est dans l'air, mais quand on va refermer les fenêtres, l'isolant qui aura stocké de la chaleur va la restituer dans la maison et au lieu d'avoir juste le chauffage qui réchauffe l'air, c'est toute l'isolation qui va participer à élever la température intérieure de la maison. Et ça va apporter beaucoup de confort et un petit peu d'économie aussi. La résistance thermique, l'inertie thermique, la densité, le déphasage, c'est des propriétés qui sont plus ou moins liées entre elles. Si on regarde les formules physiques derrière, on voit que c'est pas indépendant, il y a un lien. Par exemple, généralement, plus un matériau est dense, plus il a une grande inertie. Mais même si c'est lié, en fait, c'est pas proportionnel. Un matériau peut très bien être performant sur un point et médiocre sur un autre. Donc c'est pour ça qu'il n'existe en fait pas de super isolant qui serait génial sur tous les aspects. En fait, comme on l'a vu, tous les paramètres, ils ont leurs importances. Certains, c'est plutôt pour l'hiver, d'autres plutôt pour l'été. Et je pense que c'est important d'essayer de prendre en compte tous ces aspects-là pour faire son choix. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est de mixer les différences d'isolants. Par exemple, le déphasage, il est plus critique pour l'isolation du toit, parce que, comme on l'a vu, c'est surtout important l'été pour la chaleur, et en fait, c'est surtout au niveau du toit qu'on aura le plus de chaleur qui va rentrer en été, parce que le soleil tape directement dessus. Alors bien sûr aussi la question du prix qui rentre en compte, mais en fait il faut avoir une vision sur le long terme. Si l'isolation vous coûte 5 ou 10 000 euros de plus, mais que vous économisez 500 euros chaque année, eh bien en 10 ou 20 ans c'est une opération qui est rentable. Et souvent au-delà de l'aspect purement économique que ça apporte d'avoir une bonne isolation, c'est aussi du confort que ça apporte dans la maison, et quand on y vit tous les jours, c'est toujours important d'avoir un maximum de confort dans sa maison pour s'y sentir bien. Cette vidéo est sponsorisée par Iberdrola. C'est l'un des leaders mondiaux de l'énergie et premier producteur d'énergie éolienne dans le monde. Iberdrola, c'est une entreprise d'origine espagnole qui est spécialisée dans la production, la distribution et la commercialisation d'électricité à faible émission de CO2. Sur leur site, vous pouvez retrouver des astuces pour réduire votre consommation d'énergie et faire des économies sur votre facture de chauffage, d'électricité et d'eau chaude. Si vous souhaitez améliorer votre isolation thermique et produire votre propre énergie renouvelable, Iberdrola vous accompagne pour l'installation de panneaux photovoltaïques chez vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur iberdrola.fr.
J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé à mieux choisir votre isolant. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets comme ça que vous voulez que j'aborde de cette façon. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous dis à bientôt les pingouins!